êtes bien sur France 3 Lorraine. Mon père s'est dirigé vers l'enseignement et donc il est devenu instituteur sur Saïda. Ma mère était aussi institutrice, elle avait le brevet supérieur et donc elle est partie à l'école normale d'Oran, donc c'était pas évident de lâcher comme ça à la maison, mais donc elle est partie, elle a enseigné très tôt effectivement comme institutrice à Saïda. La première nomination en sortant de l'école normale, j'ai été nommé, on disait à Freville, aujourd'hui on dit El Khémis. Et me voilà dans une classe de cours élémentaire, deuxième année. Et mon mari a scolarisé, il a inscrit tous les enfants qui étaient en âge d'aller à l'école. Ce qui ne s'était jamais fait, qui nous a valu d'ailleurs les foudres de l'inspection académique, parce qu'on s'est retrouvés tous les deux avec plus de 150 élèves. C'était le début de notre vie d'adulte. Moi, je souhaitais construire quelque chose à partir de mon métier, là où je serais affecté. Moi, je suis arrivé avec une petite formation sur une classe qui avait 52 élèves, tous algériens, dont une quinzaine connaissaient un peu la langue française parce qu'ils habitaient le centre-ville, mais les autres habitaient la campagne, et ils faisaient d'ailleurs plusieurs kilomètres chaque jour pour venir. Et j'ai eu la charge de leur enseigner la langue, et à côté de ma classe, il y avait une autre classe dirigée par une jeune institutrice qui est devenue mon épouse. Et on avait à nous deux 104 élèves. Qui nous demandait beaucoup de travail, mais qui était passionnant, parce qu'il y avait un désir d'apprendre que j'ai rarement retrouvé ailleurs. Mon père avait un caractère très fort, c'était vraiment un caractère d'Alsacien. Il y a vraiment l'Alsace qui ressortait, très costaud, très grand, belle prestance, et ce caractère très droit, très franc en apparence, mais un cœur d'or. J'ai retrouvé dans tout ce qui est archives, etc., un départ en 1839 des premiers membres de la famille qui venaient d'un petit village, Oberhofen-sur-Moder, qui est au nord de Strasbourg, et où ils avaient demandé à émigrer en Algérie, puisque c'était les premiers temps de la colonisation officielle, disons. C'est dès 1830 que l'Alsace-Lorraine prend part au peuplement de l'Algérie, essentiellement pour des raisons économiques. La densité démographique de la région est forte, la propriété paysanne exiguë et morcelée. Et ma grand-mère, c'était la pure alsacienne, donc très forte femme, très grande femme pour l'époque. Et dès l'âge de 14 ans, elle a été travailler, ce qui à l'époque pour une femme était très rare. Et donc elle s'est installée à Saïda et elle a ouvert à ce moment-là son atelier de couture. Après la défaite de la France en 1870, le pays est amputé des départements que sont le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, la Moselle et une partie de la Meurthe. Et cela malgré la protestation des députés alsaciens lorrains à l'Assemblée nationale. Une nouvelle frontière traverse les Vosges.
Les Alsaciens lorrains deviennent alors sujets allemands, tandis que des milliers d'entre eux prennent le chemin de l'exil. La Lorraine pleure sur l'épaule de l'Alsace le deuil des provinces perdues. L'histoire allait mettre l'Alsace-Lorraine en rapport avec l'Algérie de manière très officielle. En effet, la loi Belcastel et Buisson, votée le 21 juin 1871, concède des terres algériennes aux réfugiés alsaciens lorrains, contre 1 franc symbolique. Les commissions de Nancy et de Belfort voient affluer nombre d'indigents, parmi eux des ouvriers, d'anciens soldats, des sans-emploi, mais peu d'agriculteurs. Et sur 125 000 Alsaciens lorrains ayant émigré, seulement 5 000 s'établiront dans la colonie. Malgré l'échec de cette colonisation politique, il reste dans les esprits le mythe républicain, celui d'une nouvelle Alsace-Lorraine établie en terre algérienne. Au même moment, les dernières grandes révoltes des tribus de l'Est algérien sont matées, leurs terres confisquées et vendues. Dans les villages colonisés s'implantent les premières écoles françaises. Avant la colonisation, l'instruction primaire est répandue. 40% d'enfants savent lire et écrire. Les chiffres sont ceux des campagnes françaises à la même époque. Avec la loi de 1881 sur l'indigénat, les écoles coraniques sont détruites. L'enseignement traditionnel tombe en ruine. Les lois Jules Ferry de 1883 permettront à l'instruction française de s'imposer. La conquête par les armes est terminée. Elle se poursuit par l'école. Et il faudra du temps pour que l'institution scolaire se dégage de la demande politique, du temps pour qu'elle devienne moins coloniale et plus émancipatrice. Ces lois républicaines d'égalité et de laïcité ont été appliquées à l'Algérie, mais elles ont été appliquées avec des contradictions. C'est-à-dire que Ferry va se battre contre le lobby colon pour élargir l'école, mais ça ne va pas aller loin. Au moment donc, du démarrage de la guerre de libération nationale, au 1er novembre 1954, à peine 10% d'une classe d'âge était scolarisée, alors que plus de 98% des jeunes donc, issus des minorités européennes étaient scolarisés. J'étais très surprise en arrivant parce que je venais d'une petite ville et je suis arrivée devant cette école qui datait de 1850 avec des gros murs. Elle était comme ça posée au milieu des vignes et il y avait à côté une petite station-service qui faisait un peu épicerie et il n'y avait plus rien autour, quoi. Alors ça, c'est la première classe que j'ai eue à Miliana, à l'école Maubourget. Il n'y a pas tous les élèves là, il n'y en a qu'une quarantaine parce que d'abord, les parents d'élèves ne pouvaient pas tous les habiller convenablement et la mère disait « non, tu ne seras pas sur la photo ». Il n'y avait pas d'eau au début. Nous allions faire notre toilette chez mes beaux-parents à Hussindé. Progressivement, on a réussi à avoir l'eau. Et c'était assez difficile parce que j'avais 55 élèves le matin, j'en avais autant l'après-midi et mon mari avait tout le reste jusqu'à la classe de fin d'études. Et les enfants venaient majoritairement du douar d'Oued-Rouman à pied. Le douar était à 4 km. Donc en hiver quand même, il pleut beaucoup dans le Sahel. Et je me souviens de ma première inspection, c'était un 3 mars. Il avait neigé la veille, donc quand les enfants sont arrivés du douar, évidemment ils étaient tout crottés, il y avait de la neige partout. Et l'inspecteur est arrivé ce jour-là. Et sur mon premier rapport d'inspection, il a écrit « La classe de Mme Caratini est sale ». Et je ne l'ai jamais oublié et je ne lui ai jamais pardonné.
On était dans un village et je ne pouvais pas comprendre qu'on ne vive pas la vie de ce village. Parce qu'on aurait pu être à Cadousse et vivre à Alger. Hein. Non, j'ai voulu m'incarner dans la vie des familles et des élèves que nous recevions. On allait distribuer les cachets de Rimifon dans les familles. Le Rimifon, c'était ce médicament contre la tuberculose. On s'est battu, parce qu'à l'époque, ça se faisait pour faire venir le camion radio dans l'école. Alors on passait, tous les gosses torse nu, nous aussi du reste, on passait avec eux. Mais ça, c'était... Alors ça semble aujourd'hui raconter des trucs comme ça, mais on le faisait avec un sentiment de responsabilité vraiment profond. Je ne vois pas comment l'enseignant que j'étais, comme d'autres, aurait pu ne pas être apitoyé par cette situation, donc essayer de trouver des moyens de scolarisation qui étaient très demandés par toute la population. On avait le sentiment d'être utile à quelque chose. Ce n'était pas seulement de l'enseignement, c'était non pas de la récupération politique, ça ne nous intéressait pas. Il s'agissait de faire valoir ce que l'école laïque était pour nous et qui devait leur apporter beaucoup, c'est tout. Hein. C'était un instituteur très très proche de ses élèves. Dernièrement, j'ai eu un de ses anciens élèves qui m'a dit « Mon maître nous considérait comme ses enfants. » Donc il nous éduquait comme ses enfants. Et il continuait, même lorsqu'ils avaient quitté le milieu de la petite école, puisqu'il a commencé par les petites classes et qu'après il a été en cours complémentaire, en fait le collège de maintenant, il a continué à suivre le parcours de ses anciens élèves. Difficile de l'avoir comme enseignant, c'était à la fois très agréable de l'avoir comme enseignant, parce que c'était un bon enseignant. D'ailleurs, toute l'équipe était excellente. Alors difficile, oui. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours peur de l'injustice. Pour lui, il y avait un mot qui lui faisait horreur, c'est l'injustice. Donc il ne fallait pas qu'on puisse soupçonner en quoi que ce soit de favoritisme vis-à-vis de moi ou de mon cousin, parce que j'avais aussi mon cousin comme coéquipier. C'était la rigueur des enseignants républicains de cette époque. Certes, le rôle des écoles normales était évident, mais le relais de ce creuset républicain était pris par le syndicat des instituteurs, et ça faisait des femmes et des hommes qui étaient en permanence dans le rôle d'enseignants, des enseignants citoyens. Un hélicoptère a ramené à Batna Madame Monroe, la jeune institutrice victime de l'attentat de Diefenfeld, au cours duquel son mari fut tué. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi, dont on pouvait situer les repères dans l'Aurès. La mort de ce jeune instituteur touché accidentellement lors d'une embuscade a frappé les esprits. En France, la réprobation est unanime. Né dans les Aurès et le Constantinois en ce 1er novembre 1954, l'insurrection déclenchée par le FLN s'étend à tout le pays. Je me souviens que les veilles de la Toussaint célèbre, maintenant, on devait aller sur Alger, voir des parents de mon épouse. Et mon épouse me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mes élèves, elle avait de grands élèves à cette époque, des élèves qui avaient 14-15 ans, de ce centre de Zougala, qui lui avait dit, qu'est-ce que vous faites dimanche, ne sortez pas. Il l'avait mis en garde. On avait le sentiment, par notre mission, d'échapper, enfin c'est mon sentiment, aux événements. On ne disait pas la guerre, aux événements. Et de temps en temps, on recevait quand même des nouvelles dures, où un collègue avait été enlevé, où l'autre avait été victime d'un attentat. Moi j'ai vu des attentats à Alger. Mais dans notre fonction, moi je me sentais épargné. J'ai jamais eu de soucis et j'ai su pourquoi après. Mes instituteurs algériens me disaient à la fin, dans les années 62, ne changez pas de voiture. Alors je suis persuadé qu'ils avaient donné mes numéros de voiture
et la description de ma voiture, parce que de temps en temps, je voyais, quand je rentrais un peu tard le soir, hors du couvre-feu, je voyais des jeunes gens avec des cachabias, avec des grosses bosses en dessous. J'ai l'impression qu'ils me regardaient passer et ils savaient qui j'étais. Mon père se battait déjà, puisqu'il était déjà syndicaliste à l'époque. Et on est venu le démarcher lorsqu'il y a eu les élections. Il y a un de ses amis qui est venu lui dire « Écoute, ça serait bien que tu te joignes à nous sur la liste, puisque tu te bats pour tes élèves. » Il a donné son accord pour être maire. Mais avec toujours l'idée de défendre l'enseignement. Ça a été son fil rouge tout au long de sa vie, en fait. Donc on a la liste qu'il avait faite à l'époque, qui s'appelle bien liste d'union et de fraternisation, ce qui veut tout dire, où effectivement, sur les 4 de la liste, il y a lui en tant que maire, Boudoutar, mécanicien garagiste, Gonzalves Élysée, agriculteur, et Saya Abdelkader, retraité militaire, qui était un grand monsieur avec une très grosse moustache, un ancien militaire. Donc il a tout ce parcours, avec en particulier la visite du général de Gaulle en 1959, puisqu'il est venu à Ceuta, et donc avec toutes les manifestations qui se sont déroulées à ce moment-là. De Gaulle est en tournée d'inspection en Algérie. L'été 1959 marque le grand tournant de sa politique algérienne. Pour lui, la guerre est un frein à la modernisation et au prestige de la France. Il mesure que l'Algérie doit être profondément transformée dans le domaine politique, économique, social. Ce sera le plan de Constantine. Collège unique, formation des cadres, accélération de la scolarisation. La France a de grands projets humains, dit-il. À l'Algérie, sa juste part. Et des hommes comme Charles Koenig devront contribuer au futur de l'Algérie. Il a été ensuite conseiller général, président du conseil général, membre du conseil régional. Et petit à petit, son parcours un peu atypique a attiré les politiques, a attiré des gens qui lui ont demandé de participer à chaque fois à d'autres élections plus importantes. Charles, c'était une personnalité d'un charisme assez exceptionnel. On avait l'impression que dans une pièce ou dans une salle, il occupait tout l'espace, par sa voix, par sa façon naturellement de s'imposer comme celui autour duquel allait s'organiser le débat ou la discussion. Il avait une culture politique et syndicale qui l'amenait à s'intéresser à toutes les questions, à les aborder, à s'y passionner, à avoir une opinion qu'il défendait, et avec une constance qui l'a amené lui aussi à résister à toutes les pressions. Il n'a jamais adhéré à un parti politique, mais c'était un homme qui était passionné par la vie de la cité. Pour De Gaulle, l'initiative politique s'impose. Dans son discours du 16 septembre 1959, il lâche le mot tabou, autodétermination. Une solution politique qui suppose la négociation avec le FLN et le choix, par la population algérienne, du sort de l'Algérie. Les partisans de l'Algérie française crient à la trahison. Tandis que les divisions éclatent au sein de la formation gaulliste, sous l'œil bienveillant des officiers activistes, Alger bruise d'intrigues qui annoncent barricades et attentats. Il est évident qu'il y avait certains enseignants qui étaient dans ma circonscription qui étaient pro-FLN. On a eu quelques amis qui étaient partisans de l'Algérie française à outrance, qui se sont très vite éloignés, on s'en est séparés. Quand on avait des réunions d'enseignants, on ne se préoccupait pas de savoir qui était français et algérien. On parlait de pédagogie, on parlait de l'enseignement de la langue, on parlait de mathématiques, de toutes sortes de choses. Lors du référendum pour l'autodétermination du 8 janvier 1961, la France métropolitaine et la population algérienne approuvent la politique du général de Gaulle. Cette approbation permet d'engager des négociations avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne.
Dès lors, sous la façade légale du FAF, le Front de l'Algérie française, une organisation activiste clandestine recrute ses premiers commandos. L'OAS, créée au mois de février 1961, allait cristalliser les espoirs d'une grande majorité de la population européenne. Les événements se multipliant, la pression se faisant de plus en plus forte sur mon père, j'ai senti les camarades qui d'un seul coup commençaient à me tourner le dos. J'ai jamais eu d'agression physique, hein, mais des agressions verbales. Celles qui m'ont le plus choqué, c'était des agressions du type « ton père, on va le tuer, ton père, on va le descendre, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va le descendre ». Moi aussi, j'ai été menacé. Ma femme recevait des coups de téléphone, elle était ma secrétaire à cette époque, en disant qu'il fallait que j'arrête de scolariser des Arabes. Voilà, par le courrier, on recevait des papiers de cette nature, qui étaient des menaces de l'OAS si on continuait à travailler. Et puis, oui, voilà, une lettre qui devait venir d'Alger parce qu'ils se sont trompés sur mon nom, mais pas sur mes fonctions. Quelle belle victoire. Rappelez-vous, ces gens sont maintenant visés par le FLN qui est au courant de tout ce que vous laissez faire, vous, le valet gaulliste. Voilà, vous voyez, c'est le genre de lettre. Hein. La fin, c'était « Votre compte est bon. Une balle seulement suffira, fera mouche. » À bon entendeur, salut. Et le salut, d'ailleurs, c'est avec une faute d'orthographe. C'était pas d'un haut niveau, vous voyez. Hein, bon. Ça ne nous a pas empêché de continuer à travailler. Les instituteurs voulaient se situer au-dessus de la mêlée. Ils ne voulaient être ni avec ce qu'ils appelaient les radicaux du mouvement national, les gens du FLN, ni avec les lobbies colons, les Blachette, les De Sérigny, et puis les radicaux qui vont devenir OAS. Et du coup, c'était une position assez intenable pour eux. Louis Rigaud était syndicaliste. Sa vie militante était le syndicat. Nous, on prenait notre carte syndicale et ça y est, on avait commis l'acte de confiance. C'est difficile de parler de lui parce qu'il vient de mourir il y a quelques semaines et c'était un ami. Louis était un homme assez extraordinaire. D'abord, c'était un enseignant, un instituteur par goût et par passion. Sorti de l'école normale de la Bouzaréa, Louis a été, en 1942, mobilisé. C'était la guerre. Il se retrouve pilote de chasse. Il fait donc la campagne de France. Il est décoré de la Légion d'honneur, de la Croix de guerre. À la sortie de cette guerre, on lui fait un pont d'or pour devenir pilote civil dans une compagnie d'aviation. Et il refuse en disant « Mais moi, je n'aime pas les avions, moi je suis instituteur. » Et il revient enseigner dans le bled avec sa femme, Anna, et il commence à militer, à s'engager. Et c'est là que la conscience va lui venir très vite de la situation insupportable qu'imposait le système colonial en Algérie. Louis Rigaud et l'équipe qui était avec lui donnaient un mot d'ordre. On le suivait. Il n'était pas question. On pouvait discuter peut-être un peu avant ou quoi. J'ai eu ce problème parce qu'un jour, le SNI, le syndicat des instituteurs, en Algérie, avait appliqué un mot d'ordre de France de faire la grève du concours d'entrée en 6e. Oh, comme j'ai mal vécu ça, moi, ce mot d'ordre. Vous pensez on travaille toute l'année dans la lettre, je vais vous lire, pour préparer nos gosses au concours d'entrée en 6e, mais on allait faire la grève du concours d'entrée. Oh, c'est le seul moment où... Mais enfin, le mot d'ordre était dit, il n'était pas question qu'on ne suive pas un mot d'ordre. Il m'a beaucoup appris sur le plan syndical, parce qu'après, il a fallu prendre des relèves, donc je me suis retrouvé responsable des instituteurs en Algérie, de la FEN, etc. Mais sur ce plan, c'était Louis Rigaud d'abord, mais il a été obligé de s'arrêter, lui, pour des raisons personnelles de santé. Et Charlie Koenig qui lui a succédé, qui m'ont vraiment tout appris et qui m'ont fait bénéficier de l'image de marque qu'ils avaient créée, eux,
du syndicat en Algérie. Le SNI a pris très vite position pour l'indépendance de l'Algérie. On savait que l'Algérie serait indépendante, c'était évident. Il y a une minorité du SNI qui a fondé une autre organisation syndicale, Algérie française. Et cette tendance a accepté même d'être dans les unités territoriales, parce que les instituteurs, à un moment, on leur faisait faire une espèce de service après l'école, le soir. On leur mettait des tenues et ils sortaient pour faire des gardes, ils suppléaient à l'armée. Et beaucoup d'instituts ont accepté. Et donc le SNI a débattu, il n'avait pas accepté cette affaire d'être dans les unités territoriales. Et en ce sens, plus qu'aucun autre syndicat français, il était impliqué dans le drame de la décolonisation. Il ne pouvait pas rester neutre. Louis Rigaud avait bien entendu de nombreux collègues et amis dans les enseignants et instituteurs d'origine algérienne, qui étaient ses compagnons. Et plusieurs d'entre eux ont rejoint le combat du FLN pendant cette guerre. L'un d'entre eux, Belhassen, qui avait rejoint le FLN et le maquis dès 1956, lui a adressé une lettre le 2 mai 1961. Et voilà un des extraits de cette lettre que m'avait confiée Louis Rigaud. « Toi et tes camarades du SNI ont un mérite plus grand, parce qu'ils connaissent les pires ennuis avec la police et l'armée. C'est ainsi que certains sont internés ou expulsés, d'autres condamnés à mort par l'OS. Et pourtant, il y a un abîme entre vous tous réunis et nous. Je veux dire, pourquoi vous battez-vous à nos côtés? Parce que vous vous sentez coupable? Ou parce que vous êtes en colère? Ou peut-être parce que vous compatissez avec nous. Mais nous luttons parce que nous n'avons pas d'autres moyens de survie. Pour vous, c'est un choix d'idées, de causes. La liberté, l'oppression, la justice. Pour nous, c'est une question de chair et de sang. Parce que nous avons froid quand il neige. Et parce que nous avons soif quand il fait chaud. Vous êtes avec nous, cela nous réconforte. Mais il vous est impossible d'être nous. Une fois l'indépendance acquise, nous repartirons sur un autre pied. Et je suis certain que tu seras à nos côtés avec tes camarades du SNI. Garde-toi bien comme je me garde. Souhaite-moi, comme je te souhaite, d'être présent au rendez-vous. » Voilà 7 ans que dure la guerre d'Algérie, que dure le plus fratricide et le plus inutile des combats. 7 ans de lutte, d'attentats et de tueries qui ont dressé l'une contre l'autre les deux communautés. La folie meurtrière de l'OAS ne contenait plus de limites et va atteindre des sommets dans l'horreur à partir du 15 mars, avec l'abominable assassinat de 6 de nos collègues enseignants sur leur lieu de travail à Albiar, sur les hauteurs d'Alger. Souvenez-vous, ils avaient pour nom Robert Aymar, Marcel Basset, Mouloud Feraoun, Ali Amouten, Max Marchand et Salah Ouldaoudia. Alors ce jour-là, donc ce jeudi 15 mars 1962, donc mon père, Marcel Basset, s'apprêtait à se déplacer à Château-Royal, dans la commune El Biar à l'époque, et il y avait une réunion très importante de tous les inspecteurs des centres sociaux de toute l'Algérie. C'était une très belle journée, je me souviens d'un soleil magnifique. J'étais très heureux d'être un jeudi avec un beau temps. Je jouais avec 2 copains algériens qui habitaient pas très loin. Au cours de la réunion, les gens de l'OS sont présentés comme étant des gens qui venaient faire une interview pour leur radio. Ils avaient sorti une liste de leur poche avec 7 noms. Dont mon père, Marcel Basset, et ils ont essayé de rassurer les inspecteurs en leur disant non, c'est juste pour une interview, vous n'avez rien à craindre. Mais ils les ont quand même fait sortir l'un après l'autre, au fur et à mesure de l'appel, en leur faisant quand même lever les bras. Ce jour-là, ma mère préparait le repas, moi j'étais à la maison, et puis soudain la maison s'est remplie de voisins. J'ai entendu des cris, j'ai entendu j'ai vu ma mère pleurer et
tant que je me souviens que je ne comprenais pas ce qui se passait, mais dès que j'ai vu ma mère commencer à pleurer, là j'ai pleuré aussi, j'ai crié. Et ça a été le massacre. Ils sont tous morts sur le coup, sauf Oumoud Feraoun qui a agonisé quelque temps avant de disparaître lui aussi. Donc je crois que c'est tout un symbole, effectivement, ces 3 inspecteurs européens, ces 3 inspecteurs algériens, assassinés ensemble, dont les sangs se sont mêlés, en fait, en quelque sorte, un destin commun, et qui, finalement, symbolise une fraternité, en fait, qui durait depuis plusieurs années. L'Algérie fraternelle, c'était le rêve de mon père, donc Ali Hamouten, de ses compagnons. Ils étaient engagés dans une même mission pour les mêmes personnes, pour les mêmes enfants. Nous étions dans la tristesse, tout simplement, dans le deuil, finalement une espèce d'enfermement, d'isolement. Nous n'avons jamais été mis au courant d'une quelconque instruction. Il n'y a pas eu de procès, à ce que je sache. Je n'ai jamais pu admettre cette chose-là, monstrueuse pour moi. Je n'ai jamais pu pardonner. Finalement, eux, à l'inverse de nous, se sont regroupés de façon solidaire, à la demande d'un de leurs chefs, très rapidement, je crois dès 1965 ou quelque chose comme ça, avec le général Salan. Et donc, en fait, ils ont joui d'une impunité quasiment totale, sauf peut-être pour les faits qui se sont produits après le 18 mars, après la signature des accords d'Évian. Après plus d'1 an de négociations difficiles, la conférence d'Évian s'ouvre à nouveau le 7 mars 1962. Les pourparlers aboutissent à la signature d'accords le 19 mars entre la délégation algérienne et le gouvernement français. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous satisfont la raison de la France. Et l'Algérie nouvelle commence à s'organiser. Au Rocher-Noir, M. Christian Fouchet, haut commissaire de France, a installé l'exécutif provisoire dont le président est M. Abderrahmane Farez, qui fut autrefois président de l'Assemblée algérienne. Appelé par le général de Gaulle, Charles Koenig siège au sein de cet exécutif provisoire dont le rôle en cette période chaotique est plus que complexe. Ce rôle est inscrit dans la déclaration d'Évian, assurer la gestion des affaires publiques de l'Algérie, diriger l'administration de l'Algérie, faire accéder les Algériens aux emplois dans les différentes branches de l'administration, maintenir l'ordre public, créer une force d'ordre, proposer la date du scrutin de détermination dans un délai de 2 mois et organiser enfin les élections pour désigner l'Assemblée nationale algérienne 3 semaines après le scrutin d'autodétermination. Le cessez-le-feu et l'installation de cette nouvelle instance provisoire se font dans un climat détérioré. L'OAS croit encore pouvoir forcer le destin et tente un retournement de situation. Le 22 mars, des affrontements entre gendarmes mobiles et membres de l'OAS se soldent par une dizaine de morts. Quelques jours plus tard, une manifestation vise à forcer le blocus de Bab el-Oued établi par l'armée. Une fusillade éclate rue d'Isly, 46 morts et des centaines de blessés. Une tragédie qui a pour effet de démoraliser la population européenne et de creuser le fossé entre les communautés. Les ultras de l'Algérie française, dans les derniers mois, n'avaient qu'un souci. Rompre tous les liens possibles entre la France et l'Algérie. Et ceux, j'allais dire peut-être les premiers, qui ont permis que ce lien survive à ce drame,
auront été les enseignants. Pendant que le général de Gaulle annonçait ainsi le cessez-le-feu, le président du GPRA, M. Ben Reda, qui en avait fait l'annonce du côté FLN, était porté en triomphe à l'aérodrome de Tunis, où il s'embarquait pour gagner Rabat, où il accueillerait Ben Bella libéré. Les Algériens, à la quasi-unanimité, se prononcent pour l'indépendance au référendum du 1er juillet 1962. L'indépendance sera officiellement proclamée le 3 juillet. Oh, moi, j'ai été absolument bouleversée. Je ne pouvais pas imaginer vivre ailleurs qu'en Algérie. Mes élèves, c'était mes élèves. Je veux dire, c'était mes élèves juste en mois. Quelle différence il y avait entre les élèves que j'avais en juin 62 et ceux de septembre 62? Bon, il y avait eu l'indépendance, on s'y attendait tous. Mais mes élèves, ça restait les mêmes pour moi. Et tout d'un coup, c'était plus mes élèves. Le 14 avril 1962, j'ai la joie d'accueillir au siège de ma délégation Marcel Dubois et Louis Rigaud, venus d'Alger au péril de leur vie d'ailleurs. Cette visite va marquer le début d'une action de grande ampleur qui, par une concertation permanente de la FEN, du SNI, de la MGN, du gouvernement de la République française et l'exécutif d'autre part, va permettre d'aboutir à la signature d'accords conformes aux intérêts des personnels, ce qui au départ n'était pas une évidence. Tous travaillent à assurer la coopération technique et culturelle. Le statut de la fonction publique et les garanties qui devaient être accordées sont au cœur des négociations avec le ministère des Affaires algériennes. Près de 30 000 enseignants sont encore en poste à la fin de l'année 1961-62. La moitié d'entre eux, instituteurs, enseignants du secondaire et du supérieur, vont continuer leur mission et, avec le même esprit, vont assurer la rentrée scolaire. Le représentant du syndicat algérien des enseignants, M. Remli, remerciait à la tribune du congrès du SNI où il avait été invité, je cite ses paroles, « les instituteurs français et le SNI, sans lesquels, dit-il, la rentrée scolaire, ou plus exactement le miracle, quand on pense à ce mot aussi, le miracle scolaire en Algérie n'aurait pas pu se réaliser. » Et c'était, je crois, le souci prioritaire de Ben Bella, qui était le premier président de la République algérienne. C'était son souci prioritaire, assurer la rentrée 1962. Et là, il a trouvé des interlocuteurs chez les militants de notre organisation. Je pense à Charlie Koenig, je pense à Louis Rigaud, et je pense aussi aux responsables nationaux de la fédération et du syndicat qui étaient en France à ce moment-là. Et ensemble, ils ont créé les conditions d'un premier plan de coopération qui a pris effet dès septembre et qui a permis d'assurer, vaille que vaille, mais dans des conditions encore suffisamment acceptables, une rentrée pour les petits Algériens. Et ça, je crois que ça a été peut-être le plus bel exploit qui ait pu être réalisé. Faute d'avoir pu mobiliser la population européenne, l'OAS est dos au mur. Dans les 3 derniers mois précédant l'indépendance, l'OAS va augmenter assassinats et destructions. 1500 personnes seront abattues. Aussi, l'exécutif provisoire qui s'efforce de mener à bien la transition ne peut empêcher les Européens, désemparés, de fuir massivement vers la France. C'était terminé, voilà, il fallait passer à autre chose, à tel point qu'il a été, après la fin du gouvernement provisoire, quand le gouvernement algérien s'est mis en place, qu'il y a eu la nouvelle assemblée constituante en Algérie,
À la demande des élus de Saïda et de sa région, il a été nommé député à la première assemblée constituante algérienne. Après l'épisode de Rocher Noir, il y a eu des moments qui ont été extrêmement durs. Et là, j'ai admiré son courage. Son courage physique, parce qu'il est passé par des situations où effectivement il a fait front. Je l'ai vu faire. Je l'ai vu faire front d'un seul coup contre l'intolérance. Alors ça, c'est un document qui est très rare, très rare, dans la mesure où il n'y a que 5 personnes qui l'ont été. C'est tout de suite après la première assemblée constituante. Un ancien élève, en l'occurrence l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Médégri, et qui a demandé à mon père de se présenter à l'assemblée constituante. Donc il a été élu effectivement pour le département de Saïda. Et il a été député de l'Assemblée algérienne. Il est resté qu'1 an, il est resté la première année de 1962, septembre à septembre 1963, puisque après, il a préféré quitter la vie politique et retourner à son enseignement. Et tant que Koenig a été là, on savait que les enseignants français ou les Français qui voulaient rester en Algérie pouvaient le rester en toute tranquillité. Est-ce qui a été le cas? Après l'indépendance, on m'a dit, pardonne-moi, tu devrais le dire ça, mais tu vas le dire. Mon épouse a été nommée directrice d'une école à Blida. L'école, maintenant on appelle ça Ben Boulaïd. École de 12 classes, je crois, mais avec les groupes, ça faisait un millier d'élèves. Et l'inspecteur algérien, c'était une école algérienne, 100% algérienne. Avec l'enseignement de l'arabe et tout, hein? Tout. Venez là, et si je vous fais lire le rapport d'inspection qu'il a commis à l'endroit de mon épouse quand il est venu, il venait vivre une école telle qu'il souhaitait que toutes les écoles d'Algérie soient. Le pays hérite d'inégalités structurelles profondes. L'ampleur des besoins est telle que les chantiers sont innombrables et les défis de taille. C'est pourquoi ces premières années de l'Algérie algérienne furent exaltantes. On parle révolution et socialisme, comme pour donner du sens au mot indépendance. Et l'un des principaux défis sera cette jeunesse à éduquer. La vie en Algérie de 62 à 70 a été pour nous véritablement très agréable. Bon, on avait beaucoup de travail. Il y a eu une époque où j'avais toutes les écoles françaises qui étaient restées en Algérie en responsabilité. J'allais jusqu'à El Goléa. Je commençais à la frontière tunisienne, je revenais jusqu'à Tlemcen, mon ancien territoire. Bon. Le réseau des écoles françaises qui a été installé, négocié avec le FLN au moment de l'indépendance, était très vaste. Mais progressivement, l'Algérie a demandé à reprendre les écoles où il y avait le maximum, où il y avait quasiment plus d'élèves français. Et c'était vrai. Alors progressivement, tous les ans, on rendait des écoles. Et on était 3 ou 4 inspecteurs au début après l'indépendance. À la fin, je crois qu'on était 2 à parcourir tout le territoire, vous voyez. Une majorité de Français ont quitté le pays précipitamment. Le pays s'est vidé brutalement de ses cadres. Mais ce n'est pas la règle absolue, puisqu'il reste encore quelques 200 000 Français à la fin de l'été 1962. Ils ne seront plus que la moitié l'année suivante. Et les orientations économiques et idéologiques du pays entraîneront de nouveaux départs, concentrés dans les premières années 1970. Des regrets d'être parti, non. Des regrets que l'Algérie n'ait pas été tout à fait comme on le souhaitait, mais là, on ne peut rien là-dessus, il n'y a rien à dire. Non, on n'était pas algérien. Le choc s'est produit au moment du vote de la Constitution, de la première Constitution algérienne. C'est un détail peut-être, mais qui a pu marquer des gens comme moi. Islam, religion d'État.
L'Algérie indépendante n'était pas l'Algérie à laquelle on aurait pu rêver, nous, avant l'indépendance. C'est comme ça. Les postes d'enseignants et de responsabilité d'enseignants ont été algérianisés. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Donc on a suivi. Et puis, les Algériens ont fait venir, pour l'enseignement de l'arabe, des maîtres du Moyen-Orient, d'Égypte, de Jordanie, de Syrie, etc. Alors vous pensez les laïcs que nous étions, y compris Charlie. Charlie Koenig était député algérien. Il était pour voter cette constitution. Islam, religion d'État, il ne pouvait pas l'accepter. Mais ce n'est pas l'islam qui est visé là. Attention, hein, c'est la religion d'État. Donc là, ça a coupé le cordon ombilical. Il vivait dans un pays qui se construisait, donc avec ses à-coups, ses révolutions internes, qui pouvaient heurter les démocrates qui étaient nos amis. Donc certains ont préféré se retirer à ce moment-là. Ils ne pouvaient pas porter jugement sur ce qui était l'évolution d'un pays indépendant, et en même temps, ils pouvaient, dans certains cas, être heurtés par certaines de ces évolutions. Ce qui est vrai, c'est qu'ils sont restés passionnément attachés à l'Algérie. J'arrivais pas à imaginer vivre ailleurs qu'en Algérie. C'était à un tel point que je ne pouvais pas concevoir de partir d'Algérie par bateau ou par avion. J'avais dit à Alain, on partira avec notre 4L et on fera le tour par l'Espagne. Comme ça, j'aurais pas le sentiment d'abandonner l'Algérie. C'était très romantique. Vous avez dit, il y a des raisons d'espérer. Écoutez, si j'en ai une, je la dois donc à cet élève qui m'a retrouvée début décembre et qui, dans son mail, me met « C'est grâce à vous que j'ai gardé l'amour de la langue française ». Ils ne voulaient pas enseigner en France, ils voulaient continuer à enseigner en Algérie. C'est pour ça qu'ils ont arrêté leur carrière, en perdant 1 ou 2 années de leur carrière. Et ils ont préféré arrêter pour garder ce souvenir de leur enseignement en Algérie. Donc ils ont décidé à ce moment-là de quitter l'Algérie et de venir ici en France. Tout le monde qui est passé par l'école était reconnaissant aux enseignants et aux instituteurs. Tous y gardent une profonde gratitude par rapport à leurs enseignants. Les leaders du mouvement national, Ahmed, beaucoup d'autres, et même certains grands écrivains, Kateb Yassine, Assia Djebar, etc., disons, ont une profonde gratitude pour leurs anciens enseignants. Ils racontent toujours dans leurs écrits, dans leurs romans, un moment de rencontre avec cette personnalité qui leur a fait découvrir plein de choses, qui leur a donné un sens à leur vie, qui les a encouragés à continuer. Moi-même, j'ai eu un enseignant de Paimpol, à Boussaada, dans le sud algérien, M. Alain Goraguer, que j'ai eu en CM1, qui m'avait appris Paimpol et sa falaise, enfin la Paimpolaise. Louis Rigaud disait « L'histoire s'écrit facilement au passé. Nous l'avons vécu difficilement dans le présent. » Et il ajoutait, je cite presque mot pour mot, « Je souhaite que l'histoire soit juste plutôt que juge, parce que lorsqu'on est juge, on est forcément dans le relatif, alors que la vérité est absolue. » Louis Rigaud se sentait algérien. Il est mort comme Algérien, comme disait son fils. L'Algérie ne l'a pas quitté. Charlie Koenig aussi, je pense. Et l'Algérie est une société plurielle. Ils étaient aussi algériens. Et je crois que l'Algérie se doit de les reconnaître aujourd'hui, de reconnaître cette partie d'elle-même qui
qui avait accompagné son émancipation politique. On était du métier, on était pour notre travail. Et le soir, je m'endormais en pensant toujours qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce qui peut avoir marqué ma journée. Et où j'étais satisfait de ce que j'avais pu faire, ou au contraire, je trouvais qu'il y avait une petite lâcheté qu'il ne faudrait pas reproduire, quoi. Oh, moi, je suis très heureux d'avoir ce parcours en Algérie. C'est ma vie. Je crois qu'il fallait être très jeune, comme nous l'étions, avec beaucoup d'enthousiasme et d'idéal, de foi en l'homme. Ça, j'ai des grands mots, mais je crois que c'est un petit peu vrai parce que c'était pas facile. Mais qu'est-ce qu'on a eu de chance de connaître ce qu'on a connu, quand même. C'est bien ça. C'est une façon de parler. Être dans le coltard, c'est se retrouver dans un état second, hébété, ahuri, presque inconscient. Être dans le coltard, c'est être dans le brouillard, dans les vapes, qui évoquent certaines vapeurs de toutes sortes. Ce mot coltard s'écrit curieusement C-O-A-L-T-A-R, mais il se prononce bien coltard. Ce nom commun, qui figure dans tous nos dictionnaires, est issu de deux mots anglais. Coal, qui veut dire charbon, et tar, qui signifie goudron. Le coltard est en fait un goudron de houille. Ce goudron noir est le produit le plus efficace utilisé pour protéger le bois des assauts de l'eau de mer. Les coques des bateaux sont donc coltarées, c'est-à-dire enduites de coltard. Cette similitude entre ce goudron bien noir utilisé dans la marine et l'état physique dans lequel sombre celle ou celui qui est dans le coltard explique parfaitement l'origine de cette expression. Ah mais attention, la noirceur n'est pas suffisante. La personne qui broie du noir, qui a des idées noires, qui voit tout en noir, n'a semble-t-il rien à voir avec celle qui est dans le coltard. Mais enfin, c'est une façon de parler.